Donc je remercie la commission scientifique de la SRLF de m'avoir confié cette présentation. Alors peut-être dans les suites de la controverse que j'avais faite l'an dernier. Et donc vous allez voir que j'ai peut-être un parti pris qui n'est peut-être pas celui communément admis, mais je vais essayer de défendre un petit peu mes positions. J'ai pas de lien de conflit d'intérêt en relation avec cette présentation et sinon avec d'autres sujets autour de l'insuffisance respiratoire aiguë. Très clairement, et ça je le dis en préambule, la question n'est pas de savoir s'il faut mettre ou pas des corticoïdes au cours du cycle septique. Là, c'est clairement pas la question. On est là sur la pneumonie communautaire. Mais pour autant, évidemment, il faut garder à l'esprit que 60 à 65% des chocs septiques sont d'origine pulmonaire. Et toute la difficulté, c'est de savoir à quel moment on considère que c'est avant tout un choc septique ou à point de départ pulmonaire ou une pneumonie communautaire grave. Alors, comment aborder cette question avec vous ? Et avant de se demander s'il faut moduler l'inflammation, on va d'abord s'intéresser à savoir pourquoi on souhaite le faire, quel est notre objectif. Évidemment, ça passe par la réponse à quel est l'impact de l'inflammation au décours des pneumonies communautaires, à la fois en termes d'évolution, de complications, d'outcome. Quel est le bénéfice qu'on attend de cette modulation. Et puis éventuellement, et je crois que c'est important d'y répondre puisqu'on fait appel à des agents thérapeutiques qui sont non dénués d'effets indésirables, quels en sont les dangers éventuels? Alors est-ce qu'il y a un impact vrai démontré de l'importance de l'inflammation sur la mortalité de nos patients? Je pense qu'on peut clairement répondre oui à cette question, en tout cas oui dans le cadre du sepsis. C'est un travail déjà ancien d'un Espagnol qui avait colligé sur plus de milliers de séjours, finalement, l'impact de l'existence ou non d'une inflammation, en partant de pas de CIRS, donc pas d'inflammation, jusqu'à différents niveaux de CIRS, alors avec 2 facteurs, 3 et 4, ainsi de suite, jusqu'au sepsis sévère, au subjectique, et de regarder finalement la mortalité. Et donc quand on voit ces figures, on peut se dire qu'effectivement, il y a peut-être un intérêt à limiter un petit peu l'intensité de la réaction inflammatoire, puisqu'elle semble corrélée. Alors vous me direz, mais quelle est la cause et la conséquence? En tout cas, il y a une association avec la mortalité et donc le devenir de nos patients. On a des données tout à fait similaires au cours des pneumonies aiguës communautaires, dont on montre très bien que l'intensité et la durée de l'inflammation systémique affectent à la fois la sévérité et le devenir des pneumonies communautaires, que des taux élevés de cytokines pro-inflammatoires sont corrélés à la fois avec l'étendue radiologique de la pneumonie, la présence d'une bactériémie, le besoin de ventilation mécanique et les différents scores à la fois de déférence d'organes et de sévérité des pneumonies, comme le score de Fine ou la page 2. Et que, à la fois, ces complications qu'on peut attribuer à l'inflammation systémique augmentent la mortalité. Alors vous allez me dire, finalement, pourquoi se poser tant de questions si les choses semblent aussi évidentes que cela? La première, c'est, est-ce que finalement, vous avez vu cette étendue de mortalité, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce que finalement on le fait dans d'autres situations, de donner indifféremment de l'intensité de la réaction inflammatoire, une seule dose, un seul schéma thérapeutique à l'ensemble de nos patients, encore une fois, ceux qui vont mourir dans 0,1% des cas jusqu'à 40% des cas. Et je l'illustre ici dans ce travail qui cherchait à regarder l'impact ou la relation entre la CRP comme prédicteur de sévérité des pneumonies communautaires. Et juste pour vous montrer qu'effectivement, lorsqu'on prend, comme dans beaucoup de la littérature sur les pneumonies communautaires, l'ensemble des patients qui se présentent, vous voyez qu'on a des patients pour lesquels, clairement, la mortalité est de 0%, alors qu'elle va aller jusqu'à plus de 30% des patients. Et donc, évidemment, est-ce que véritablement il faut donner un médicament le même à la même dose lorsqu'il n'y a aucune mortalité attendue, alors qu'il y en a éventuellement 33%, et évidemment, comme je l'ai dit précédemment, en lien avec un pattern de l'inflammation et de la réponse inflammatoire qui est extrêmement différent. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est quel effet cherche-t-on? Est-ce que c'est sur la mortalité? Mais à ce moment-là, sans doute, faut-il pas s'intéresser aux patients pour lesquels cette mortalité est nulle? Et dans ce cas-là, ça sera plutôt éventuellement la durée de séjour. Encore une fois, je reprends ce travail qui, en plus des données sur près de 570 patients, s'était comparé aux autres études Princeps, notamment celles sur le score de Fine, pour retrouver encore une fois ce que je vous ai en introduction, à savoir un éventail extrêmement important du devenir de ces patients, encore une fois,
quasiment 0% de mortalité ou à peine 2% lorsqu'on a un score fine entre 0 et 1. Et évidemment, lorsque ces scores s'aggravent, une mortalité qui est évidemment très différente. Mais là encore, autant il paraît licite de vouloir chercher à réduire la mortalité dans cette population-là, autant là, évidemment, on va trouver et on va s'intéresser à d'autres critères de jugement, alors que vous verrez que dans la littérature, on mélange un peu toute cette population avec parfois un seul critère de jugement. Et du coup, pour nous, cliniciens, forcément, la réponse et le message est moins clair. Y a-t-il un risque ? Parce que c'est bien beau de donner un médicament anti-inflammatoire relativement puissant, mais est-ce que finalement, encore une fois, donner un seul médicament sur l'ensemble de la population sans discernement de la gravité, est-ce qu'on a un risque ? Si on se replonge dans quelques années en arrière et on reprend ce travail de la très célèbre équipe de Charles Nathanson, c'est ceux un peu qui avaient démonté tous les travaux autour de la protéine C, également autour de l'ARDSNet. Donc une équipe assez critique, mais encore une fois absolument irréprochable en termes de qualité et d'excellence scientifique. Ils se sont intéressés à regarder l'ensemble des données de 22 études cliniques et également de 38 études animales qui ont travaillé sur les anti-inflammatoires au sens large. Donc il y avait l'inhibition du TNF, par exemple, plein de molécules au cours du sepsis, donc clairement en lien avec l'inflammation. De façon très intéressante, d'abord, ils regardent que, et là les ronds sont les études animales, de voir que tout ce qui a été source de validation et d'études précliniques et donc qui ont été faites chez l'animal sont adressées finalement avec des mortalités qui étaient bien supérieures à ce qui a été fait après chez l'homme. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que lorsqu'on regarde la mortalité attendue par rapport à celle qui était obtenue avec le médicament, on voit bien que finalement, plus effectivement le risque de décès est important, plus le bénéfice est grand. Mais qu'inversement, lorsqu'on va finalement être en deçà, eh ben on a clairement, à l'évidence, peut-être un plus grand maléfice à utiliser ces thérapeutiques anti-inflammatoires. Dans ce travail, ils ont également établi plusieurs modèles animaux, justement en challengeant ces animaux avec différents pathogènes à différentes doses, encore une fois pour avoir tout cet éventail de mortalité que vous voyez là. Et vous voyez l'odds ratio de décès en fonction du challenge bactérien, en allant de 0,1 à 10. Et il montre très très bien, encore une fois dans ce modèle expérimental, que autant ça peut être intéressant de donner une thérapeutique anti-inflammatoire lorsque la mortalité attendue est extrêmement élevée. En revanche, lorsque la mortalité est faible, clairement, on a des effets négatifs de ce traitement anti-inflammatoire. Et donc très clairement, plus la mortalité est élevée, plus le bénéfice est important. Mais à l'inverse, il existe un seuil en deçà duquel, et on le voit très bien illustré, notamment ici dans les modèles de pneumonie, où clairement, on va être délétère, c'est-à-dire que lorsqu'on part sur une mortalité très faible, on va induire une surmortalité lorsqu'on va utiliser des thérapeutiques anti-inflammatoires. Deuxième point à se rappeler, c'est que nos patients, les patients les plus graves, et si on prend ici cette étude qui a regardé la production de cytokines à la fois pro-inflammatoires, mais également la réponse anti-inflammatoire chez les patients nos plus graves en cas d'atteinte pulmonaire, ceux qui présentent un SDRA, on se rend compte que finalement, les patients les plus sévères, l'ARDS, si on regarde le ratio TNF-alpha avec le récepteur soluble, les patients sont déjà dans un état, dans un profil extrêmement anti-inflammatoire. Et donc on peut se poser la question si c'est légitime, c'est ces patients-là, d'aller en plus leur rajouter un anti-inflammatoire. La réponse naturelle est déjà vers une balance et un profil extrêmement anti-inflammatoire. Alors, quelles sont les difficultés de l'analyse de la littérature? Je les ai déjà un petit peu évoquées ici. Des critères de sévérité de PAC très très différents. On passe de la simple admission en réanimation comme étant dit un critère de PAC sévère, parfois le recours à la ventilation mécanique, parfois il faut en plus de ça des catécholamines, et d'autres se basent tout simplement sur le niveau de CRP qui a été mesuré, et souvent en plus qu'une seule fois. Et donc on imagine bien qu'en fonction de l'évolution naturelle de la maladie pour certains patients, il ne sera pas le même à l'admission en réanimation en fonction de degrés de sévérité différents. Des mortalités très contrastées, ça je l'ai largement abordé. Des effectifs globaux qui sont globalement très faibles dans la plupart des études qui sont réutilisées dans les méta-analyses. Et lorsqu'on s'intéresse à des effectifs beaucoup plus importants, on a des résultats contradictoires.
Et puis, je l'ai également abordé, des critères de jugement qui sont très variés, soit un score composite dont on pourra discuter après de la fiabilité, soit un échec de traitement, soit éventuellement la mortalité. Si on s'intéresse à la plus large et la plus récente des études donc publiées dans le Lancet, l'étude de Bloom, donc qui regarde sur l'adjonction de prednisone en randomisé double aveugle sur tout un panel de sévérité des patients atteints de pneumonie communautaire. Donc cette étude a été publiée il y a maintenant 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont analysé en sous-groupe les données en fonction des documentations microbiologiques de ces patients. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir un petit peu. Donc 726 patients et 36% de ces patients avaient une documentation microbiologique. Et sans surprise, le pneumocoque était l'agent pathogène le numéro 1. Juste pour revenir sur cette étude-là, l'étude Princeps, qui montre un raccourcissement de la durée d'hospitalisation et la durée de traitement ou de stabilité clinique, plus exactement, des patients qui reçoivent des corticostéroïdes, se rappeler quand même qu'il y a des biais majeurs qui ont été relevés dans la littérature, notamment le fait que finalement, le critère de jugement qui était cette stabilité clinique, qui comprenait la pyrexie, la réduction de la fréquence cardiaque, et tout ça évidemment est très fortement lié à l'effet antipyrétique des corticostéroïdes. Mais si on s'intéresse plus spécifiquement donc en cette analyse un petit peu de sous-groupes qui vous ont présenté, et si tout ce que je viens de vous dire est vrai sur l'intérêt de la modulation de cette réaction inflammatoire et sur l'intérêt de le donner tout venant à l'ensemble de nos patients, alors on s'attend à ce que les corticoïdes soient efficaces sur les pneumonies entre guillemets les plus inflammatoires. Je vous ai montré les données sur le sepsis. Et on souhaiterait évidemment que ces corticoïdes soient efficaces sur les pneumonies les plus fréquentes. Alors, quelle est l'étiologie la plus inflammatoire des pneumonies? J'attends la réponse. Monsieur le modérateur, un petit choix. Pneumocoque, du légionnel. Très bien, pneumocoque dans cette étude en tout cas. Vous voyez ici que ce soit avec la CRP ou la procalcitonine, d'élevés extrêmement élevés. Et sur l'ensemble des autres pathogènes, alors j'ai entendu légionnel, c'est vrai qu'il n'y avait pas suffisamment de cas individuels pour pouvoir montrer, mais en tout cas sur l'ensemble des autres pathogènes rassemblés ici, il y a très nettement une différence. Et donc effectivement, c'est très clairement la pneumonie à pneumocoque qui est associée à la réaction inflammatoire la plus importante. Malheureusement, lorsqu'on regarde le nombre de jours pour atteindre une stabilité clinique, qui était le critère justement principal de cette étude de Bloom, ça ne marche pas pour le pneumocoque. Vous voyez, 3,4, 3,6 avec l'intervalle de confiance qui prend l'unité. Donc, ça ne marche pas sur le pneumocoque. Et non seulement ça ne marche pas, mais ça fait moins bien. Si on regarde la durée totale du traitement antibiotique, elle est plus longue dans le groupe prednisone. Et si on regarde la durée du traitement intraveineux, là encore, elle est sensiblement plus longue chez les patients même qui prennent des corticoïdes. Autre problème, attention à l'antibiothérapie. Ils ont regardé comment affectait le traitement par prednisone en fonction du traitement antibiotique qu'avaient reçu les patients. Quand on prend une bêta-lactamine seule, ce qui arrive quand même un certain nombre de fois, pas forcément toujours en rapport avec les recommandations, mais qui arrive, comme vous voyez quand même, un certain nombre de fois, et bien là, même chose, ça ne marche pas. Vous voyez que l'intervalle de confiance comprend l'unité en termes de stabilité clinique. Donc, non seulement ça ne marche pas sur la pneumonie la plus inflammatoire, ça ne marche pas sur la pneumonie la plus fréquente, mais en plus de ça, il faut faire attention à quels antibiotiques vous donnez, puisque vous serez sans effet positif si vous êtes en monothérapie. Que dit la dernière méta-analyse? Elle a l'intérêt, parce qu'on a toute une tripotée, c'est qu'elle comprend à la fois les études randomisées, mais également les études de cohorte qui ont intérêt d'avoir des critères de sélection un peu moins drastiques et donc de refléter un petit peu plus la vraie vie. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Il n'y a strictement aucun effet sur la mortalité lorsqu'on administre des corticostéroïdes aux pneumonies communautaires. En conclusion, aucune démonstration d'un effet bénéfique en matière de mortalité. C'est pourtant quand même ce qu'on va rechercher dans les formes les plus sévères. Les autres critères de jugement sont biaisés parce qu'évidemment très étroitement liés aux effets propres des corticostéroïdes. Et l'absence d'effet sur la pneumonie bactérienne la plus fréquente et la plus inflammatoire pose vraiment question. Et donc très clairement, si je maintiens, comme je l'ai dit en introduction, qu'on n'est pas dans le cadre de l'administration de corticostéroïdes au corps du choc septique,
mais je suis beaucoup plus réservé sur nos intentions de moduler l'inflammation au cours des pneumococques communautaires tout venant, encore une fois, parce que ça fait appel à un panel de patients à des sévérités extrêmement différentes, une intensité de réaction inflammatoire extrêmement différente, et qu'encore une fois, autant donner ces corticoïdes à des patients qui ont cette réaction très très élevée, peut être bénéfique, mais clairement plus délétère pour ceux dont la réaction est moins intense. Je vous remercie de votre attention.